C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr et son cofondateur et ancien directeur du Monde, Jean-Marie Colombani. Bonsoir à vous. Bonsoir Roselyne. Je suis à la tête d'un État en faillite. C'était la phrase choc prononcée par le Premier ministre François Fillon. C'était en 2007. Aujourd'hui, la dette grandit et le déficit s'affole. Il pourrait atteindre les 5,6% du PIB. La croissance n'est pas là, les taux d'intérêt augmentent et le président de la Cour des comptes a annoncé qu'il fallait économiser 50 milliards d'euros d'ici 2027. Le paquebot prend l'eau, mais ce n'est pas nouveau. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, sonne le tosquin et affirme que notre modèle social va dans le mur. Il veut remplacer l'État-providence par l'État-protecteur. Alors comment faire une cure de minceur face à un grossissement de l'État et 40 ans de dérive? Faudra-t-il s'attaquer au modèle social et comment? On posera la question à nos invités. Mais l'économie n'est pas le seul sujet d'inquiétude d'Emmanuel Macron qui était cette semaine en visite surprise à Marseille pour lancer le plan Place Nette XXL contre les trafics de drogue. Un discours martial déjà utilisé par ses prédécesseurs mais sans vraiment un grand succès. On en parle avec nos invités. Catherine Tricot, bonsoir, directrice de la revue Regard. Carole Barjon, du Nouvel Obs, rebaptisé cette semaine. Absolument. Le Nouvel Obs. Eh oui. Ça a été le Nouvel Observateur. Tout arrive. Tout arrive. Voilà. Ça veut dire que c'était mieux avant. No comment. Stéphane. Je vous laisse la responsabilité de ces propos. Et bonsoir Stéphane Vernet. Bonsoir. Donc directeur de la rédaction parisienne de Ouest France. Et en fin d'émission, Véronique Reissoul sera avec nous pour analyser la politique sur les réseaux. Panique donc au sommet de l'État sur la dette et un déficit qui s'envole. Bruno Le Maire semble préparer les esprits. Hier soir, Emmanuel Macron a réuni à l'Élysée avec les chefs de parti et chefs de groupe de la majorité. On écoute Thomas Cazenave, ministre des Comptes publics. Ça sera supérieur à 5%. Encore une fois, c'est l'INSEE qui publiera la semaine prochaine. Et nous n'avons jamais caché avec Bruno Le Maire, quand nous l'avons constaté, que les recettes étaient moins bonnes, qu'il y avait une nouvelle donne sur le plan économique et international. Voilà, Jean-Marie, est-ce que le contexte international a bon dos ? Le contexte joue en ce sens qu'il a provoqué un ralentissement de la croissance un peu partout, notamment en Chine. Et donc, ce qui gêne le gouvernement là, c'est qu'il est pris de court parce qu'il s'attendait à une croissance plus forte. Et si la croissance avait été plus forte, évidemment, nos déficits seraient moindres. Donc, et d'ailleurs, on sait très bien qu'une bonne part des déficits sont la plupart du temps solubles dans la croissance et dans la progression du produit intérieur. Donc, il y a cela en toile de fond. Après, il y a deux choses, en fait. Il y a d'une part la tradition française, qui est quand même d'une gestion déficitaire. Ça fait 50 ans qu'on est en déficit, voire plus, et qui en étant déficit, on entend le rester. Ça, c'est une chose structurelle. On y est attaché. Sur le plan conjoncturel, il ne faut jamais oublier que l'on sort du quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte a quand même été béni par tout le monde, et heureusement, puisque ça a permis de sauver des entreprises, des emplois, ça nous a permis de traverser la crise du Covid. Et c'est ce quoi qu'il en coûte qui a fait exploser la dette. Donc il faut bien avoir conscience de cela. Après, c'est vrai que ça pose un problème au gouvernement. Ce que je ne comprends pas, c'est que le gouvernement décrète la panique avec une dramatisation autour d'une réunion. Il faut dire que la note arrive. Oui, d'accord, la note arrive, mais à ce moment-là, on la gère. Il faut avoir le calme des vieilles troupes, si j'ose dire, dans ce genre de circonstances. Et donc, après, parce qu'il y a des choix délicats à venir, bien entendu. Mais dramatiser, c'est un peu donner la main à ceux qui vont, au contraire, en rajouter sur la dramatisation pour dire ce gouvernement d'incapables, etc. Et là, on touche quand même aussi à un enjeu politique. Ce qui a beaucoup fait la différence entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, c'est la compétence. Et donc, si l'image même de la compétence venait à être écornée du côté d'Emmanuel Macron, c'est évidemment un avantage dont c'est peut-être la raison de cette dramatisation, justement. Peut-être, dont se saisirait Marine Le Pen, en tout cas, même si, je dirais, elle a toujours ce déficit de crédibilité devant elle. Alors, Catherine, quand Bruno Le Maire tente de préparer les esprits et qu'il dit qu'il faut passer de l'État-providence à l'État-protecteur, ça veut dire quoi, en fait? Qu'est-ce que vous y avez compris? Qui veut remettre en cause les dépenses sociales. Ça me paraît tout à fait clair que c'est ça l'objectif. Ce que je trouve très étrange, c'est qu'un tel discours soit porté par le ministre de l'économie et des finances. Enfin, je veux dire, c'est quand même un discours, c'est un enjeu de politique nationale. Enfin,
normalement, à tout le moins, ça devrait être le président, voire le Premier ministre quand il fait un discours de politique générale le 31 janvier, si ma mémoire est bonne. C'est-à-dire il y a moins de 2 mois et il y a moins d'1 mois qu'on a voté le budget. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça, moi je rejoins tout à fait ce que dit Jean-Marie. On se demande, il y a un sentiment d'impréparation, d'énervement. Qui... une démarche personnelle, Bruno oui, Le Maire et puis Bruno, absolument. Bruno Le Maire, il prend une position. On attend de savoir ce qu'en pense Emmanuel Macron de son côté. Est-ce que cette proposition de remise en cause de l'État-providence, c'est-à-dire d'un État qui donne un certain nombre de protections sociales, c'est-à-dire la retraite, la santé, le chômage et la famille, en fait c'est ça, les 4 grandes familles des dépenses sociales, on attend de savoir si véritablement on va remettre en cause cela. Et est-ce que c'est une très bonne idée dans le contexte tendu et de tension, de désaffiliation de la société française? Carole, c'est vrai qu'on sent que le gouvernement ne sait pas, l'exécutif ne sait pas de quel côté aller, parce que dans le fond, à la fois, il n'existe pas de solution, et il en existe 2. Je dirais qu'il y en a une qui est de droite, qui est bien sûr aller tailler dans les dépenses sociales, et la solution de gauche, qui est taxer, augmenter les impôts. Mais Emmanuel Macron ne veut aucune de ces solutions. Non, effectivement, et dans sa propre majorité, les avis sont partagés, puisque Yaël Braun-Pivet, qui est présidente de l'Assemblée nationale, macroniste, elle plaide pour une augmentation des impôts. Macron ne veut pas en entendre parler parce que c'est vrai que la baisse des impôts, ou ne pas augmenter les impôts, c'était un peu sa marque de fabrique. Une promesse, surtout. Donc il ne veut pas toucher à ça. Et il ne veut pas... d'autres avaient émis l'idée aussi, par exemple, de faire contribuer davantage les retraités. Ça, il ne veut pas en entendre parler non plus, parce que maintenant, l'électorat macroniste est assez âgé, donc ça serait anti-électoraliste de sa part. Mais c'est vrai que la question qu'on se pose, c'est que quelle est la cohérence effectivement au sommet de l'État? Parce que vous avez un ministre de l'économie et des finances qui en plus vient de publier un bouquin qui s'appelle La Voix de la France, où il plaide effectivement pour un État protecteur. Il plaide pour lui-même. Non, mais bien sûr qu'il plaide pour lui-même. Je suis d'ailleurs pas certaine que ce soit extrêmement porteur comme créneau, parce que la cure d'austérité, parce que ça serait rien d'autre, c'est pas électoralement porteur. Mais vous parlez d'impréparation. Alors, oui, c'est vrai que c'est le sentiment qu'on a. Mais moi, je me demande... Comme disait Jean-Marie, ça fait 40 ans que ça dure. Non, mais absolument. Voilà. Mais c'est vrai que, ça fait un moment que, par exemple, Bruno Le Maire, lui, dit qu'il faut s'occuper de la dette, du déficit, etc., et que Macron ne voulait pas en entendre parler. Donc là, on peut avoir un sentiment d'impréparation, voire de panique, parce que l'INSEE va donner le chiffre du déficit la semaine prochaine, qui pourrait avoisiner les 5,5 ou 6% du PIB. Et ensuite, il y a les agences de notation américaines, etc. Bon, mais moi je trouve intéressant la dramatisation, parce que moi je me demande si elle n'est pas délibérée quand même. Oui. Je ne suis pas sûre qu'on organise ça, sachant très bien que les Français vont, comme ça, à la dernière minute, sachant que les Français vont prendre ça justement pour de l'impréparation, et que, comme le disait Jean-Marie tout à l'heure, le problème par rapport à Marine Le Pen, c'est de démontrer sa compétence. Or, démontrer sa compétence, ça consiste quand même à prévoir et à anticiper, et non pas à donner le sentiment d'improviser à la dernière minute. Donc, la dramatisation, j'y reviens, je pense qu'effectivement, elle est pour préparer les esprits. Je ne sais pas si on peut appeler ça une cure d'austérité, je ne sais pas ce que ce sera, personne ne le sait. Non, mais en tout cas, à des lendemains qui déchantent un petit peu. Alors, Stéphane, justement, la gauche dit, compare Emmanuel Macron et Le Maire, en tout cas, à la politique de Margaret Thatcher. Les gros mots reviennent, rigueur, austérité, et comparant à la Grèce. Mais la Grèce, c'était pas du tout le sujet. Parce que c'est très exagéré, mais le gros mot, celui qui fait peur à tout le monde, c'est celui d'austérité. Mais là, on est dans une impasse, on parle de panique, etc. Mais qu'est-ce qui se passe? Effectivement, le déficit public de la France, il est chronique depuis 1975. Jamais, il n'y a pas une seule année où l'État était à l'équilibre
l'équilibre depuis 1975. Donc c'est pas nouveau. En période de crise, il y a eu des déficits bien plus forts. Par exemple, en 2020, au moment du Covid, avec le quoi qu'il en coûte, le déficit public était de 9% du produit intérieur brut. Donc voilà, ça arrive qu'il y ait des années très mauvaises. Mais qu'est-ce qui change ? C'est-à-dire que depuis 2017, vous avez un pouvoir qui, chaque année, fait des prévisions de croissance et de budget qui sont remises en cause en disant vous êtes beaucoup trop optimiste, ça ne va pas, ça rentrera pas, vous vous plantez sur l'estimation de la croissance. Et chaque année, en fait, les résultats à la fin des fins leur donnent raison. C'est la première fois depuis 2017 qu'ils se plantent. C'est la première fois qu'ils se plantent sur les prévisions de croissance. C'est la première fois depuis 2017 qu'ils se plantent sur leurs résultats. Il manque 20 milliards. Et il manque 20 milliards à un moment où on n'a jamais été aussi endetté. Je vous signale quand même que pour boucler le budget de cette année, c'est-à-dire pour faire fonctionner les services publics, payer les fonctionnaires, payer l'ensemble de la machine, l'État va emprunter 285 milliards d'euros. Jamais on n'a été obligé d'emprunter autant d'argent en une année juste pour mettre nos comptes à l'équilibre. Et vous avez le cumul de toutes ces années qui fait qu'on arrive à une situation quand même très problématique. Il y a la question de la note de Standard & Poor's qui tombera fin mai. Donc la note de la France sera dégradée. Je pense que c'est aussi à ça qu'on nous prépare. Ça aura un impact sur les taux d'intérêt. Donc il faudra débourser encore plus d'argent à long terme et s'endetter encore plus pour pouvoir régler ces emprunts. Et on est dans un cycle infernal. Et c'est vrai qu'on ne sait pas aujourd'hui quelle est la solution qui va être privilégiée. Est-ce qu'il faut moins de fonctionnaires ? Est-ce qu'il faut augmenter les impôts, ce qu'a toujours refusé de faire le pouvoir ? Est-ce qu'il faudra réintroduire l'ISF ? La porte de sortie, ce qui a permis au gouvernement à chaque fois depuis 2017 de retomber sur ses pattes, c'était de dire oui, mais on a pris des mesures sociales et fiscales qui permettent de développer les emplois. On crée les emplois, donc c'est plus de cotisations, donc on se rattrape sur les recettes. Et c'est ça aussi qui est en panne. Et c'est là aussi qu'il y a un problème. C'est que la promesse du plein emploi d'ici la fin du quinquennat, là, la trajectoire, elle est plus au rendez-vous. Donc, il y a quand même beaucoup de voyants qui sont rouges. Emmanuel Macron va inviter, propose aux parlementaires de l'opposition de fournir des solutions. Mais enfin, on va voir ce qu'a dit Éric Ciotti, donc patron des Républicains dans le Figaro. Il dit la situation dramatique des finances publiques constitue la plus grande menace qui pèse sur l'avenir de notre pays. Les agences de notation vont vraisemblablement dégrader la note de la France. Depuis des mois et de façon accélérée ces dernières semaines, le gouvernement essaie de retarder cette échéance. L'heure de vérité est arrivée. Nous empruntons le chemin même le même chemin que la Grèce. Jean-Marie, la Grèce, c'était quand même, il faut le rappeler, baisser les dépenses. Pardon ? Je dis toujours dans la modération. Voilà. La Grèce qui avait baissé effectivement les dépenses publiques et baissé les retraites de 25%. Nous, on fait le contraire puisque on n'a réindexé les retraites sur l'inflation. Donc, qu'est-ce qu'il nous raconte, Éric Ciotti ? Mais Éric Ciotti, il essaie toujours d'être un pont devant le Rassemblement national. Donc c'est une sorte de surenchère permanente. Je ne vois pas ce qu'il y gagne parce que, voilà, sa famille politique a quand même été liée au gouvernement et liée notamment à des gestions de déficits successifs à leur tour, plus souvent qu'à leur tour. Donc bon. Mais pour revenir un petit peu sur ce que tu disais, moi je suis un peu moins pessimiste parce que justement il y a un problème de croissance dans toute la zone euro, dans toute l'Europe. Il y a un problème de croissance qui est souligné par rapport aux États-Unis, normalement, où les États-Unis sont repartis beaucoup plus fortement. Et donc, on ne va pas vers une hausse des taux, on va vers une baisse des taux. Et plus tôt la Banque Centrale Européenne enclenchera cette baisse des taux, mieux ce sera. Donc, il y a ça aussi qui va venir un peu corriger le fait qu'on soit à l'agonie parce que les taux exploseraient. Donc, si les taux augmentaient de façon significative, oui, on serait vraiment en difficulté. Mais là, on va plutôt dans une période où les taux vont baisser pour justement qu'en Europe soit relancée suffisamment la croissance. Donc c'est ça qui, je pense, efface un peu le pessimisme, enfin pas efface, mais atténue le pessimisme ambiant. Après, ça n'évitera pas une discussion sur le fond. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on solliciterait un effort
de telle ou telle catégorie, cet effort ne serait supporté que s'il est justement réparti. Et si on dit justement réparti, on va se tourner vers la partie recette et non plus vers la partie baisse des dépenses, vers la partie recette, c'est-à-dire vers les impôts. Et donc c'est là que le président de la République va être en difficulté par rapport à ses promesses, parce qu'on ne voit pas comment, pour bien répartir un effort, on évitera que soit taxé un certain nombre, non pas que ça réglerait le problème dans son entier, mais que soit taxé un certain nombre. Il y a beaucoup d'idées qui fourmillent dans ce domaine en France, mais il y aura probablement des voix s'élèveront, y compris dans la majorité, pour demander qu'on regarde aussi du côté des recettes et pas seulement du côté de la baisse des dépenses. Et sur justement les sujets qui vont être, ce qui va être sanctuarisé, c'est bien sûr l'éducation, l'hôpital, etc. Est-ce que Catherine, vous craignez et les armées, bien sûr, bien évidemment, qu'on tape forcément, ça va être l'assurance chômage dans ces sujets qui sont quand même... déjà, ça commence. C'est même pas le cas. On ne va pas sanctuariser l'école, par exemple, puisqu'on a retiré 760 millions au budget de l'éducation nationale. L'éducation nationale, la santé, l'armée et l'écologie, qui pourraient peut-être faire un consensus des différents groupes, ne sont pas sanctuarisés. C'est-à-dire qu'on est... Alors, c'est des toutes petites bricoles, d'une certaine manière. Et la justice. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, on tape des bricolos. C'est-à-dire qu'on prend 760 millions. C'est très dommageable pour l'école, mais ça ne règle rien par rapport aux 3 000 milliards de déficit. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce que je regrette, c'est qu'au fond, il y a la question que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire celle des recettes. On sait qu'un tiers du budget de l'État, en gros, sert à aider les entreprises, sans aucune contrepartie, sans discussion sur l'utilisation de ces 200 milliards qui sont attribués aux entreprises. Le fruit de ça a été la relance de l'emploi quand même. Non, mais le chômage a reculé parce que, je veux dire, c'est là qu'on arrive au bout du bout, en fait. C'est la relance de l'emploi. Il faudrait vérifier si c'est vraiment corrélé. Pour le moment stoppé, mais... Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que, d'une façon générale, c'est qu'il n'y a pas de discussion. Et ça fait un moment, et je crois que nous payons l'absence d'élection présidentielle, de débat lors de l'élection présidentielle, c'est que nous n'avons pas de discussion et d'accord politique en France, ou de débat politique avec éventuellement un désaccord. Mais quelles sont les orientations stratégiques? Sur quoi nous faisons peser nos priorités? Quels sont les éléments de priorité qui vont faire consensus pour ressouder le pays et puis qui vont nous propulser vers l'avenir? Et moi, je crois en effet que l'écologie, la santé et l'éducation et l'armée, ça me paraît pas possible. C'est d'autant plus vrai sur l'absence de débat sur le budget qu'on est dans une situation politique où ça fait 2 années de suite où le budget il est passé à coup de 49.3. Oui. Donc pour le débat, effectivement, il a du mal à se développer pleinement et à s'épanouir. Mais peut-être un mot. Moi, je suis d'accord avec ce que disait Jean-Marie sur le fait que il va pas y avoir une explosion des taux d'intérêt, mais on est quand même déjà dans une situation. Je vous rappelle que la loi de programmation de finances pour les années 2023-2027 fixe une trajectoire pour la France qui doit faire en sorte que la France revienne en dessous des 3% de déficit public. On va être le dernier pays de la zone euro, le dernier des derniers. On est les plus mauvais de la classe. On est nuls en fait par rapport à nos voisins. On va être les derniers à revenir sous la barre des 3%. Et là, ce qu'on nous annonce, c'est qu'en plus, parmi ce sera encore pire que prévu puisqu'on n'est pas on n'est pas à l'équilibre, on est déjà plus dans les purs. Donc vous citiez dans votre liminaire Pierre Moscovici qui disait mais il y a 50 milliards d'euros, va falloir trouver 50 milliards d'euros d'économies assez rapidement pour revenir à cet équilibre. On n'est plus tout seul, on fait partie de la zone euro, on a des voisins, il y a une pression aussi, donc on peut pas laisser filer les choses comme ça, c'est pas complètement sans conséquence. Et le problème c'est qu'on n'a pas de levier. Et ce qui est dangereux finalement dans cette histoire, c'est que si on a un coup dur, s'il y a une nouvelle crise, et besoin de dégager, d'investir, de dégager de nouvelles liquidités en masse, cette capacité, cette marge de manœuvre, on l'a plus. S'il nous arrive rien, il n'y a pas de problème. Par contre, si on a un vrai souci, on l'a plus. Comment est-ce qu'on peut faire face aux enjeux de la transition écologique, etc., alors qu'on n'a plus de pognon, excusez-moi, ou rentrer en économie de guerre, comme on n'arrête pas de nous le dire, et de se remettre à lancer une industrie de la défense, etc., à produire, alors qu'on n'a plus d'argent. Les caisses sont vides. C'est ça la réalité aussi des choses. Mais on est dans cette difficulté évoquée là à l'instant, mais elle est collective.
puisqu'elle a trait à la guerre. Et donc la solution recherchée et l'argent recherché, il passera par un nouvel emprunt européen, comme on l'a fait pour le Covid. C'est ce qui est en discussion aujourd'hui, entre autres à Bruxelles, et c'est ce qui va advenir, parce que tous les pays, on va avoir besoin précisément de financer beaucoup de choses qui sont dans l'ordre de la riposte à la guerre en Ukraine. À condition que les prochaines élections européennes ne nous mettent pas l'Union européenne en panne. Carole, Stéphane parlait d'un débat nécessaire, mais les Français veulent un État plus fort, ils veulent un État à la fois protecteur, un État qui soit fort. Un État-providence. Un État-providence. Voilà, le sujet est, à mon avis, classé. Ils sont habitués. Voilà, mais regardez, quand on voit ceux qui voulaient justement être très orthodoxes sur la dette, etc., c'était François Fillon balayé, Pécresse balayé, enfin ils n'ont jamais gagné, ou pour certains n'ont pas dépassé la barre des 4%. Voilà, donc ça va être très compliqué. Évidemment que c'est compliqué, puisque on ne pourra jamais prouver que François Fillon aurait perdu, même sans... non, mais enfin, c'était le cœur de son programme. Pénélope, etc. Mais il faut quand même se souvenir qu'il n'avait pas très bien démarré sa campagne. Une fois qu'il a eu gagné la primaire de la droite, effectivement, et Alain Juppé s'est chargé de le souligner, bien sûr, mais de souligner l'aspect vraiment extrêmement libéral de son programme. Il voulait supprimer, je me souviens plus si c'était 200 000 ou 500 000 fonctionnaires. C'était plutôt de l'ordre de 200 000, oui. Je crois que c'était 200 000. Pécresse est allée un peu moins fort, elle. Mais déjà, c'était, comment dire, ça pouvait s'entendre encore à l'époque, mais ça ne l'a pas rendu très populaire au début de sa campagne, qui a donc mal démarré à cause de ça. Pécresse, à mon avis, elle s'est complètement plantée là-dessus aussi, parce que on n'était plus du tout on n'était plus du tout là-dedans. Il y avait le Covid, tout le monde était habitué ils avaient absolument pas perçu que le rapport des Français sociale, comme on dit, à l'aide de l'État était devenu presque addictif, je dirais. Alors probablement trop addictif, mais c'est certain que c'est très difficile de tailler dans les dépenses. Est-ce que c'est de l'addiction ? Très sincèrement, comment est-ce qu'on peut penser qu'on va préparer l'avenir si on n'investit pas massivement ? Parce que Pierre Moscovici dit qu'il faut baisser le déficit, mais il faut investir massivement sur la transition écologique. Il dit les deux en même temps. C'est-à-dire que l'enseignement de la petite école jusqu'à l'université, elle est complètement sous-dotée. Là, on affaiblit nos capacités pour le futur. Pas seulement l'innovation. On a vu aujourd'hui, hier ou avant-hier, que la France recule dans la part des brevets qui sont déposés à l'échelle internationale. C'est-à-dire, comment on peut imaginer qu'on va rester attractif si la France n'a pas une population en bonne santé ? C'est-à-dire que si on ne trouve pas une solution qui peut-être n'est pas si difficile et si loin que ça. Elle peut être où alors, cette solution ? Mais moi, ce que je pense, c'est qu'il y a un problème de réorganisation très profonde, C'est-à-dire qu'on ne va pas... Moi, ce que je trouve très, très dommage, c'est qu'on vienne on vient vous prendre 1 euro sur la boîte de médicaments. C'est une réforme de l'État ? Une réforme... Oui, mais des nouvelles orientations, c'est-à-dire des nouvelles priorités qui sont dégagées, que les 200 milliards qui sont donnés aux entreprises, qu'on en vérifie l'utilité. On le sait, la Cour des comptes le dit, par exemple. On allège les prestations des entreprises dues par les entreprises sur des salaires sur lesquels ça n'a aucune espèce d'importance. Les entreprises ne choisissent pas de prendre un cadre ou un autre en fonction des 50 € qu'elles vont faire d'économie sur le salaire du cadre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des tas de choses qui se sont accumulées, qui n'ont aucun sens et par contre qui retirent de l'argent. Et puis il y a d'autres aspects. On sait que l'évasion fiscale, qui est quand même connue, c'est à peu près 100 milliards. Enfin, il y a quand même des ressources, mais il faut quand même se poser la question de quel est notre projet. Si c'est qu'une question d'addiction, il faut qu'on se seuvre. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il faut que la France se construise un avenir et que cet avenir soit partagé par les Français. Et pour ça, il y a les services publics et l'écologie, à mon avis. On va dire l'écologie, à mon avis, elle est bien sacrifiée là. C'est clair. Mais même les services publics ne sont pas. Les services publics, il n'y a pas du tout les moyens pour que on retrouve un consensus national autour de ça. Je voulais dire un mot du CETA puisque c'est l'actualité aujourd'hui. Donc les sénateurs ont rejeté donc le traité de libre-échange avec le Canada. On savait que les députés, les sénateurs de droite étaient contre. Que traduit ce
vote, Jean-Marie, d'après On vous ? se tire une balle dans le pied parce que c'est un accord qui fonctionne très bien, qui fonctionne à l'avantage de la France pour l'essentiel. Et donc c'est vraiment la démonstration qu'on peut faire des débats qui devraient être restés sur la réalité totalement idéologiques. C'est par idéologie parce que l'ambiance aujourd'hui est au souverainisme, l'ambiance est au repli, l'ambiance est au protectionnisme, alors on vote protectionniste. C'est une erreur. Par exemple, je prends juste un petit exemple, la viticulture, qui est une des grandes gagnantes de cet accord avec le Canada. On va donc amputer la viticulture d'un de ses débouchés. Si on ampute la viticulture d'un de ses débouchés, que vont-ils faire les viticulteurs ? Ils vont se retourner vers l'État, ils vont demander à l'État de les aider. Donc on va devoir subventionner. Je veux dire, c'est absurde, totalement absurde. Et on met en avant les éleveurs qui craignent que la viande canadienne vienne en France plus facilement. Sauf que cet accord existe depuis plusieurs années et que la viande canadienne ne vient toujours pas. Donc c'est vraiment de l'ordre du fantasme. Donc, franchement, c'est un bon traité qui a été très bien négocié par les instances européennes, qui est appliqué depuis plusieurs années et qui est à l'avantage de la France. Et encore une fois, par idéologie, on se prive de cela. C'est vraiment très dommageable. Jean-Marie, est-ce que vous acceptez l'idée que cet accord, normalement, aurait dû être ratifié par les parlementaires et qu'il ne l'a pas été ? Oui, mais bon, ça c'est un premier problème. Sûr. La deuxième chose, c'est que donc voilà. Donc là, il y a quand même une question. Cet accord devait être ratifié, il ne l'a pas été, et que cet accord n'est pas absolument sans faille. Il y a quelques questions dedans, notamment par exemple le fait que on installe les tribunaux arbitrales, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est plus la justice qui juge les différends, mais qu'on met en place des médiateurs privés. Ça existe depuis l'OMC. Ça, oui, mais c'est dans cet accord du CETA que c'est installé. Donc il y a des choses qu'on pourrait imaginer qui auraient pu être modifiées. On n'est pas obligé de dire oui à tout ou non à tout. Moi, je suis d'accord avec vous que c'est l'ambiance est souverainiste et que c'est pour ça que ça a été refusé. La Chine s'est évertuée à nous montrer qu'elle était devenue grande et qu'elle était devenue une vraie puissance économique. Donc, il fallait qu'elle adhère à l'OMC, c'est-à-dire qu'elle puisse s'en remettre à des tribunaux arbitraux. Donc, vous voyez, ce qui est progrès pour les uns est aujourd'hui vécu par nous comme on a le droit d'avoir la marche arrière. Alors, oui, attendez, parce que nos amis à côté font du tricot, là. Peut-être, Stéphane... Non, mais c'est sympa, ces petits... On aime bien vos petits débats. Mais, Stéphane... sur le CETA. Voilà, est-ce que vous partagez à la fois l'avis de Jean-Marie, c'est un combat d'arrière-garde, et Catherine qui dit qu'on ne peut pas tout donner... Le CETA a été négocié en 2016, il est appliqué depuis 2017, ça fait 8 ans que c'est en vigueur, et on a un retour, on sait comment ça marche. Oui, il aurait dû être ratifié par le Sénat, c'est la procédure. Le gouvernement de l'époque l'a pas fait parce qu'ils avaient peur du résultat, parce qu'à l'Assemblée c'est passé ric-rac, et donc ils se sont dit hop, on met ça, on ne programme plus, on n'en parle plus, et ça passe, et on y va. Donc sur la procédure, fallait pas le faire. Mais je suis d'accord avec Jean-Marie, dans la pratique, cet accord est particulièrement favorable à la France, et notamment aux viticulteurs, vous l'avez très bien dit, aux fromagers, je veux dire, ça nous permet d'exporter. Et on est en train de nous dire, ah bah oui, mais en fait, il y a un problème avec la filière agricole, parce qu'il y a les accords avec la Nouvelle-Zélande qui vont pas du tout, il y a le Mercosur qui nous inquiète énormément à juste titre, il faut des clauses miroirs. Dans le CETA, il y a plein de clauses miroirs. Il n'y a pas de bœuf aux hormones canadiens qui viennent en France. Ça fait 7 ans, ça va faire 8 ans qu'il est en vigueur cet article, ce système. Je veux dire, là, on a tout gagné. On exporte nos produits, on n'a pas les produits problématiques qui viennent chez nous. Et on remet ça en cause pour des raisons purement politiciennes, idéologiques. Oui, c'est politicien, Carole. Là, moi, ce que je comprends pas, ce que je ne comprends vraiment pas, franchement, c'est la position des Républicains sur ce sujet. C'est eux qui ont la majorité au Sénat. Je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Si on veut relancer la crise agricole, si on veut relancer la crise agricole et remettre le sou... Carole, le libre-échange, c'est ce que disait Jean-Marie, le libre-échange n'est pas à la mode. Allez, on parlait aux agriculteurs qui ne pourront plus exporter demain au Canada. Si ça peut vous rassurer, j'ai quand même lu... Si ça peut vous rassurer, j'ai quand même lu dans les Échos qu'en fait, ça ne changera pas grand-chose, que tout pourrait rester en l'état avec une mise en œuvre provisoire qui dure tant que l'exécutif ne notifie pas le rejet au Conseil européen. Donc, au fond, ça ne va pas changer grand-chose. Attendons l'élection présidentielle. Ça va dépendre de qui gagne l'élection présidentielle, parce qu'il faut en effet que la France rejette
et sortent de cet accord pour qu'il ne soit plus appliqué. Donc, ça serait quand même bien. Merci. Ça serait quand même bien que les accords soient soumis à l'accord de la représentation nationale. C'est quand même pas possible qu'on accepte ça et qu'on accepte que le gouvernement ne ratifie pas Justement, le vote. Véronique Reissoul va nous parler. Un point de consensus entre nous, Catherine. Non, je suis ravie. Merci. J'accueille Véronique Reissoul de Backbone Consulting. Alors, oui, on va parler du Mercosur, mais je crois qu'on voulait parler d'une petite image d'une sympathique. Image, parce que nous vivons dans un monde d'images. Donc le président de la République l'a bien compris depuis longtemps. Donc il a une photographe qui le suit et qui publie sur Instagram régulièrement des très jolies scènes de sa vie dans les coulisses. Voilà, Soisic de la Moissonnière. Donc elle a publié cette semaine, sur Instagram, 2 magnifiques photos du président de la République en train de s'adonner à la boxe. Alors évidemment, les Français ont tout de suite dit, c'est la communication poutinienne, puisqu'on a l'habitude, je ne sais pas si vous vous souvenez, de M. Poutine qui s'était mis sur un cheval ou en train, Alors il y a eu quelques petits détournements avec M. Macron en train de se battre avec des ours, enfin des tas de choses sympathiques, forcément. Mais on a eu aussi une petite théorie du complot qui a commencé à sortir finalement, en disant, mais est-ce qu'elles seraient retouchées, ces images? C'est une vraie question. Parce qu'il est bien musclé là. Parce qu'il est très très musclé, comme vous pouvez le voir. Alors les uns et les autres, donc il a des petits bras, Alors Kate n'y est pour rien cette fois-ci. Oui, mais enfin bon, là où... Mais il semble qu'il est quand même beaucoup plus jeune, donc c'est plus une théorie du complot qu'autre chose. Mais globalement, les uns et les autres se sont dit, et c'est quand même intéressant d'avoir un président qui montre qu'il sait se battre et qu'il a la niaque. Voilà. Bon. Et parce qu'il y a des sujets comme ceux que vous venez d'aborder, qu'il va falloir... Alors justement, sur le Mercosur ou sur le CETA, est-ce que les Français sont... Alors, première question qui a été posée, on a fait un sondage avec Odoxa pour le Figaro. Première question, est-ce que vous en avez entendu parler? Parce que c'est quand même un sujet assez pointu. Eh bien, pas tant de Français que ça. 47% des Français disent n'avoir jamais entendu parler du CETA et 46% du Mercosur. Alors, on peut le faire dans l'autre sens. 53 et 54% connaissent. Mais donc, on ne peut pas dire que c'est un sujet si connu que ça. Par contre, pour ceux qui connaissent, quand on leur dit est-ce que vous soutenez ou pas, est-ce que vous êtes favorable à ces traités, eh bien, pour le Canada, c'était seulement 27% des Français qui disent oui, je suis favorable. Enfin, 27% de ceux qui connaissent les accords et 19% pour le Mercosur. Et globalement, la question qu'on peut se poser, parce qu'effectivement, donc peu soutenu, est-ce que c'est quelque chose qui va jouer dans l'élection européenne, puisqu'on voit bien que ça risque d'être au centre? Et là, oui, puisque globalement, pour 25% des personnes interrogées et qui connaissent ces accords, disent oui, pour moi, ça va être important, le résultat, les débats autour des traités de libre-échange. Et là où c'est intéressant, c'est de voir que pour le Rassemblement national, c'est plus que pour les autres, 39%. Et globalement, ils font partie de ceux qui ne sont pas favorables à ces échanges. Donc on voit bien que c'est un débat. Alors l'autre effet des discussions qu'il y a eu aujourd'hui, c'est que globalement, les Français avouent ne pas très bien comprendre comment fonctionne l'Europe. Cette histoire n'a pas amélioré, parce qu'en gros, on pouvait voir 7 ans après sa signature. Donc là, aujourd'hui, on se pose la question. Alors en fait, ça fait débat. Donc en fait, les Français n'ont pas trop compris en disant mais... Voilà, on finit par être perdu. Comment fonctionne réellement l'Union européenne et les règles? Pourquoi est-ce que ça revient? Pourquoi autant d'années après? Et finalement, qui décide de quoi? Donc on voit bien que le sujet du fonctionnement de l'Europe va faire partie des débats que les Français attendent pour les élections européennes. Et après, la grande question, ce sont les agriculteurs, comme vous le disiez. Eh bien, les agriculteurs, on va dire, ils sont assez partagés, mais globalement, les petits agriculteurs sont plutôt contre et sont mobilisés contre. Et les agriculteurs de taille plus importante considèrent qu'effectivement, c'est une chance et que c'est un danger que de refuser ces accords. Je crois que vous voulez vous parler de la crise Boeing, mais pourquoi? Parce qu'il y avait une porte qui s'était arrachée en janvier. Voilà, alors vous allez me dire quel est le... Voilà, je me suis dit que c'était toujours important de faire des petits retours sur la réalité de ce que sont les crises et les crises réputationnelles. Alors, Boeing, je vous rappelle juste, le 5 janvier, il y a une porte d'un avion, d'un Boeing 737 qui était opéré par Alaska Airlines, qui s'est arrachée en plein vol. Bon, déjà, on part sur un moment difficile. Depuis, c'était donc le 5 janvier, on pourrait se dire, c'est tassé, on a oublié. Non, en fait, ça ne s'est pas tassé. Et depuis, la réputation de Boeing est quand même très mise à mal. Alors, quand on a des images comme cette semaine, je vous ai juste pris des images cette semaine, vous voyez, un
passager sur Boeing, quand il prend l'avion, il s'équipe maintenant. Donc on a une réalité qui est l'image de Boeing. Vous avez aussi, dès qu'on montre des images de Boeing, on voit, il y a un petit bricolage quand même sur la porte, c'est pas clair, ça faire, avec un peu de Chatterton, ça devrait le faire quand même, voilà. Et puis, quand votre réputation est mise à mal à ce point-là, même les politiques en rient. Cette semaine, vous avez Bruno Le Maire qui a dit ma famille tient à moi. Bruno Le Maire assure préférer voler en Airbus qu'en Boeing. Et donc, quand on en est là, c'est que votre réputation, elle est compliquée. Alors, en fait, je vais vous dire, ça fait normalement une réputation, une crise de ce type-là. Quand elle est bien gérée, ça ne dure pas trop longtemps. Quand on regarde le cours de bourse de Boeing, donc la grosse flèche assez fine que je vous ai mis, c'est l'incident de la porte. C'est très délicat, mais bon, les films, voilà. Oui. Mais on voit que depuis ça descend. Alors vous allez me dire, oui, mais ça remonte en fait. Ça fait longtemps que Boeing a des soucis, mais avant, c'était plutôt des sujets financiers. Donc, en fait, ils ont travaillé longtemps le sujet financier en oubliant les sujets sécurité, en oubliant de parler d'autres sujets. Et quand l'incident de la porte est arrivé, et bien évidemment, quand vous avez structuré tout le renforcement de votre réputation sur un sujet financier, c'est compliqué. Et depuis, comme vous le voyez, ça descend, ça ne remonte pas. Et là où c'est compliqué, c'est que les passagers ont peur, on le voit, alors ils le disent en plaisantant. Les compagnies aériennes remettent en cause l'achat des nouveaux Boeing. Globalement, ils ont dévissé, ils ont beaucoup de mal à s'en remettre. Et je vous passe que le 12 mars est décédé un lanceur d'alerte, qui est le monsieur qui avait expliqué qu'il y avait effectivement des déficiences dans la sécurité des avions Boeing. Et il s'est suicidé le 12 mars. Donc je vous laisse imaginer les conséquences de ce suicide, qui n'a pas toujours été vécu comme un suicide. Donc, une gestion de crise et une réputation, ça se travaille, ça ne passe pas comme ça. Et donc, je trouvais que c'était intéressant de se dire, oui, les réseaux sociaux, même quand on rigole, en fait, derrière, il y a des choses souvent qui sont plus importantes et plus difficiles qu'on ne peut l'imaginer. Merci Véronique. Quelqu'un veut-il contester quoi que ce soit ou réagir? Non. Jean-Marie? Non. Non. Bon. Nous ne sommes pas en Russie, donc c'est notre surprise. Non, mais tout le monde a pensé la même chose avec cette histoire de porte. Et tout le monde se dit, maintenant, Boeing... non, mais la réputation, ça se travaille. On va être prudent. Une crise, ça se gère. Merci Véronique. Je voudrais vous montrer la photo d'une journaliste, Laetitia Crepin, qui était une amie et une journaliste, une consoeur brillante, toujours... à la pointe de l'actualité. Elle venait sur ce plateau avec nous de temps en temps. Elle est décédée hier à l'âge de 48 ans. Et j'aimerais lui dédier cette émission. Merci à tous. Merci d'avoir été là. Et merci à Flore Simon et merci à toute l'équipe technique. À très vite. Vos histoires inspirent l'avenir. Votre quotidien suscite l'actualité. Vos cultures, vos combats, vos réussites sont au cœur de nos programmes. Nous racontons ceux qui ont fait notre planète et ceux qui la construisent. Nous racontons le monde, façonné par le quotidien de ceux qui y vivent. Liberté, égalité, actualité. Ça va? Cher. Bonjour. C'est... Mais Oumar. Là, ils vont préparer les articles et ensuite il y aura les livreurs qui vont venir prendre ça. Il y a pas mal de jeunes qui ont des projets et tout ça, donc je pense qu'ils devront beaucoup plus soutenir l'entrepreneuriat, permettre l'accès au financement, notamment au niveau des banques, qui puissent aider les petites et moyennes entreprises aussi à s'accroître. Parce que je pense que s'il y a des entreprises qui ont du potentiel, donc ça va créer des emplois au niveau du pays, donc le taux de chômage pourra être réduit.
C'est ma moto. Actuellement, je suis ici devant la gare pour pour chercher des clients, enfin de les amener quelque part, pour pouvoir subvenir mes besoins, quoi. Oui, j'ai fait topographe comme étude. Topographe. J'ai mon bac plus 2. Je lance un appel au prochain président de trouver un emploi pour les jeunes. Parce qu'actuellement, c'est pour ces raisons que les jeunes même prennent des pirogues pour aller à l'étranger pour trouver un emploi. Parce que ici, c'est très difficile pour trouver un emploi. Le problème, c'est d'être sûr d'avoir des débouchés après la formation. La biologie appliquée, au Sénégal, ça paie, mais ça paie pas d'ouf. Ça paie plus dans les pays européens, un truc comme ça. Donc, c'est évident qu'après ma licence ou mon master, si je vois pas de salaire qui me plaise, si j'ai les moyens, je peux quitter le pays. Ils sont pas d'accord quand ils voient que les jeunes quittent le pays et tout, alors que c'est eux qui nous proposent pas ce qui pourrait nous faire rester. On était obligés d'arrêter complètement nos études. On ne nous prend pas au sérieux. On nous relègue tout le temps au dernier plan, alors que, en fait, la situation politique, elle devrait rien avoir avec la situation des étudiants. Mais c'est vraiment triste de remarquer que, tout simplement, à cause d'élections, d'histoires de politique, on a été obligés de fermer cette université et pendant 7 mois, quand même, c'est très long, 7 mois. Les étudiants souffrent. Non seulement le transport c'est cher, la nourriture c'est cher, les logements sont chers, mais les gens qui n'habitent pas à Dakar par exemple, ils souffrent énormément. En vrai, en fait, tu peux déjà pas dormir pendant